Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler Formule 1 pour faire le débrief du Grand Prix de Russie. Nouvelle manche du championnat du monde, je sais même plus c'est la combienième du championnat du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Normalement c'est la 15e manche du championnat du monde au niveau du championnat pilote et constructeur. On verra ça en fin de vidéo, mais vous verrez que bon, on est presque à 1 km 0 comme dirait Cyril Guimard. On va revenir bien entendu sur la course, on parlera des Français, je donnerai la note du Grand Prix, je donnerai la note de tous les pilotes qui ont participé à cette course. On commence tout de suite par vous dire de vous abonner à la chaîne, de réagir dans les commentaires, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, de mettre un pouce bleu, là également c'est très important pour savoir si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, enfin vous pouvez cliquez sur vous abonner à la chaîne, mais quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment la vidéo qui parle de Formule 1, mais également les vidéos qui parlent de cyclisme, de moto ou encore de médias. On commence tout de suite donc par la note du Grand Prix. La note du Grand Prix, j'ai décidé de mettre un 15 sur 20. Pourquoi un 15 sur 20 pour le Grand Prix de Russie ? On n'a jamais eu un Grand Prix de Russie aussi fun. Alors le circuit est toujours nul, il y a toujours que deux zones qui sont intéressantes. Pour moi c'est le triple gauche et le virage qui finit le deuxième secteur qui sont intéressants. Sinon le reste du circuit tu le jettes et puis tu le mets à la poubelle hein. Parce qu'une ligne droite de 1 km, quasiment 1 km et demi, c'est pas hyper fun non plus. Bon après du côté de la course ça a été sympa, le week-end a été sympa même parce qu'avec des conditions climatiques assez changeantes, ce qui fait qu'on a eu un vendredi plus nerveux que d'habitude avec pas mal de pilotes qui ont passé un train de pneus pour vraiment faire un chrono en fin d'essai libre 2. Un samedi humide, un samedi surprenant au niveau des qualifications, notamment au niveau de la pole position de Lando Norris, et puis un dimanche, là aussi assez nerveux, surtout la fin de course avec la pluie, mais la pluie qu'on entendait pendant le Grand Prix. C'est aussi un circuit où on peut quand même pas mal attaquer au niveau des pneus, du fait qu'on a alors on n'a pas un goudron... On a un goudron qui est abrasif mais qui n'attaque pas les pneus. C'est assez particulier. Il faut savoir que le goudron du circuit de Sochi est une énigme pour Pirelli. Pourquoi ? Parce que le circuit date donc de 2016, 2015 ou 2016. Et le goudron en fait a travaillé beaucoup plus vite que d'habitude sur les autres pistes. C'est-à-dire que là, il y a déjà un endroit où on a fait un énorme patch de goudron neuf. Je ne sais pas si vous avez vu à la sortie du premier virage, dans le virage numéro 2, il y a un énorme patch. C'est parce que le goudron en fait travaille beaucoup plus vite que prévu et en même temps, le goudron travaille mais il n'y a pas de bosse. Ce qui est assez particulier du côté de cette piste. Parce que l'hiver, le fait qu'il y a énormément d'humidité, vous avez l'air marin, je sais pas, a créé un phénomène qui est unique à Sochi au niveau du goudron. Ce qui fait que vous avez un goudron qui est abrasif, qui a beaucoup de grippe, et malgré tout, vous avez peu d'usure de pneus. Ce qui est pourtant assez rare de ce côté-là. Donc les pilotes ont pu quand même pas mal attaquer. Le Grand Prix a été intéressant. C'est pas le Grand Prix de l'année, mais pourquoi j'ai mis 15 ? J'aurais mis, je pense, 14 ou 13 sur d'autres pistes. Mais c'est comme si on avait un Grand Prix fun au Paul Ricard. Ça n'est jamais arrivé, là, un Grand Prix fun sur cette piste-là. Donc je pensais que ça n'arriverait peut-être jamais. Pourtant il y a eu des safety cars, hein, il y avait 80% de safety cars, mais on s'est tout le temps fait chier sur cette piste. Enfin, faut le dire, Mercedes dominait complètement, donc c'était toujours un petit peu compliqué. Donc 15 sur 20 pour moi, parce que le Grand Prix a été intéressant, le Grand Prix a été fun, j'ai passé un bon moment pendant tout ce week-end. Pourtant, il partait avec un inconvénient ce Grand Prix là, parce que j'ai pas regardé en direct. J'ai regardé les championnats du monde de cyclisme en direct, donc ce qui fait que j'ai regardé ce Grand Prix en décalé, j'ai regardé... dimanche soir, à partir de 19h30, 19h40, j'ai regardé la grille en direct, mais à partir de la fin de la grille, je suis retourné au cyclisme, voilà, j'ai fait un petit peu des allers-retours de ce côté-là. On continue avec le bilan des Bleus. Bilan des Bleus qui va être compliqué, hein. Nos pilotes français n'ont pas vraiment brillé ce week-end. De toute manière, j'ai envie de dire que sur les notes de ce week-end de course, ça a été un petit peu compliqué. J'ai des très mauvaises notes, hein. J'ai même plus beaucoup de pilotes qui sont dans les flops au final.
J'ai même chez les tops, je dirais que j'ai une base entre 14 et 12 où il y a pas mal de pilotes à ce niveau-là. Je commence avec Esteban Ocon, 8 sur 20. 8 sur 20. Week-end où Alpine déjà avait une voiture qui était un petit peu compliquée à piloter quand même. La voiture n'était pas idéale sur cette piste-là. De toute manière, Alpine, je crois, a jamais fait des grands prix sensationnels de tête en Russie. C'est pas un circuit qui leur convient parfaitement. Ils n'ont pas un moteur au-dessus du lot cette année, contrairement aux années précédentes ou l'année dernière, ils avaient vraiment, je pense, le meilleur moteur. Cette année, c'est vraiment moins le cas chez Renault. On n'a peut-être pas assez bossé le moteur. On a peut-être beaucoup travaillé sur le châssis et pas assez sur le moteur. On a toujours du mal à travailler efficacement du côté d'Alpine, enfin de Renault Alpine. 8 sur 1 pour Ocon, parce que déjà il est derrière assez largement Fernando Alonso pendant tout le Grand Prix, pendant tout le week-end. Il est derrière Fernando, sauf en essai libre 2, où il est devant. Et puis en qualif, ça s'est pas bien passé, je trouve. Enfin, ça s'est pas hyper bien passé. Et surtout, on attend presque mieux d'Ocon maintenant qu'il a gagné un Grand Prix aussi. Les attentes sont un peu différentes, je pense. Enfin, pour ma part, elles sont différentes depuis sa victoire au Grand Prix de Hongrie. On attend un petit peu mieux aussi de cette voiture Renault. Là, ça s'est pas hyper bien passé. C'est dommage parce que en plus, il n'y a pas de points marqués. Il finit 13e de ce week-end de course. En plus, derrière 14e, derrière Gasly, derrière Vettel, derrière Stroll. Juste devant Leclerc, le changement de pneu n'a pas été fait au bon moment. Aussi, voilà, il y a eu plusieurs erreurs de Alpine. Je pense qu'aussi Esteban Ocon n'était pas hyper à l'aise sur cette piste. Et puis voilà, c'est un mix de tout. Le résultat n'est pas satisfaisant. 14e pour Alpine, c'est pas satisfaisant aujourd'hui. Surtout en partant bien sur la grille. Il n'a pas fait non plus le départ de l'année. Et puis voilà, vous êtes, on va dire, un petit peu dans une spirale qui n'est pas exceptionnelle. De toute façon, là, il reste le Grand Prix de Turquie. Il reste plus 150 000 courses non plus. On fera le débrief après le Grand Prix d'Abu Dhabi. De toute manière. Mais il y aura sur le bilan de fin de saison du côté de Esteban Ocon, il y aura beaucoup de choses à redire. Je continue avec Pierre Gasly, 6 sur 20. Colère froide de Pierre Gasly après les qualifications. J'étais assez surpris. Alors je sais pas d'où vient cette colère froide. Bon, certes le résultat n'était pas exceptionnel, mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive pour Pierre Gasly en Formule 1. AlphaTauri a souvent fait des erreurs de stratégie, a souvent parfois eu du mal à prendre des risques, ou parfois ils ont pris trop de risques, donc ce qui fait qu'après ils se retrouvent à être beaucoup plus frileux. Mais vraiment colère noire au micro de Canal+, de la part de Pierre Gasly, assez surpris, parce que c'est pas forcément le pilote qui s'énerve le plus, même dans la voiture. Il s'énerve de temps en temps dans la voiture, mais c'est pas celui qui s'énerve le plus. Et puis surtout, colère noire. Alors, je sais pas si c'est le fait de sentir que le retour chez Red Bull va être compliqué. Est-ce que c'est le fait de se dire, bon, va falloir que je trouve une équipe pour l'année prochaine et qu'il n'y a pas forcément 150 places? Je sais pas, mais c'est surprenant, cette colère de la part de Pierre Gasly. Et puis après, le week-end n'est pas bon. Alors en course, en grande difficulté, pas de rythme. Pas de rythme pendant tout le Grand Prix. Et puis tu rajoutes à ça une qualification, donc voilà, où ils se font avoir. Et ça fait un Grand Prix où il finit 13e, où il a toujours été dans l'ombre, on va dire. Pourtant, à un moment, je me suis dit, avec la pluie, ils vont peut-être tenter de changer les pneus tôt, avec la pluie qui commençait à arriver. Et puis en fait, non. Ils n'ont pas pris de risque à ce moment-là, AlphaTauri. Et en étant trop frileux, on ne peut pas toujours gagner. En étant très frileux, c'est compliqué d'avoir des très très bons résultats. Alors, pas de points marqués ce week-end pour AlphaTauri. En plus, c'est pas l'idéal au niveau du classement constructeur. On reviendra dessus en fin de vidéo. Mais vraiment une colère noire de Pierre Gasly. J'étais assez surpris. Puis voilà, un week-end à oublier pour Pierre du côté de la Russie. Mais ça a souvent été le cas. Il a rarement été très performant en Russie.
notamment l'année dernière où il avait souffert sur cette piste. On passe au pilote au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Verstappen. Verstappen 19 sur 20. Pourquoi 19 sur 20 de la part de Max Verstappen? Pourtant, vous savez que je suis pas totalement fan de Max Verstappen. J'aime le pilote, je n'aime pas le personnage, on va dire ça comme ça. Il a fait le week-end idéal. C'était un peu un week-end joker de la part de Red Bull. On changeait des pièces moteurs, il y avait la pénalité du Grand Prix d'Italie, donc on partait dernier sur la grille. Donc c'était techniquement une course qui devait être très compliquée pour Verstappen. Et puis il a montré toute sa maestria dans le peloton, c'est cette capacité à trouver des ouvertures. Je pense notamment sur Pierre Gasly qui a été complètement surpris, ou Leclerc également. Même Bottas Bottas n'a pas montré énormément de résistance non plus, on reviendra là-dessus, mais il a été pour moi très bon, Verstappen, très bon. Au final, il perd quoi? La tête du championnat? Bon, il perd quelques points. Il a un moteur neuf. Mercedes, ils devront peut-être utiliser un moteur neuf. Certainement même, parce qu'ils pensaient que la saison serait courte et au final, la saison va quand même être assez longue, notamment avec une tournée à l'étranger qui va être très importante, même si pour le moment, le Grand Prix du Brésil, c'est pas encore assuré. On sait qu'on ira en Turquie, aux États-Unis, ça c'est sûr. Arabie Saoudite, Abu Dhabi, donc ça veut dire qu'on sait que minimum, il y aura 4 Grands Prix encore. Et bon, pour le Grand Prix du Brésil, ça semble quand même bien se faire. Le Grand Prix du Mexique également, donc ça va pas être si facile que ça pour Hamilton. Et surtout Mercedes qui a lancé des modifications de moteur, des évolutions de moteur assez tôt dans la saison, va devoir certainement également faire un Grand Prix où ils vont devoir avoir une pénalité de 10 places sur la grille. Donc ça va pas être facile non plus pour eux. Et là, on voit que Verstappen, il a très très bien géré la situation. Donc 19 sur 20, très content pour lui quand même. Et puis, moi, ce que j'aime chez Verstappen, c'est que son attitude n'a absolument pas changé. J'en parlerai pour Hamilton un peu plus tard dans cette vidéo. Verstappen, je le sens que la pression, ça ne l'atteint pas du tout. Autant il y a d'autres années où il s'énervait assez vite. Je me souviens d'une interview, notamment il y a 2 ans. Je me souviens qu'à un moment, quand on lui parlait de ses quelques abandons d'affilée, où il voulait plus trop parler à la presse, voilà, il était assez méfiant. Là, on a le Verstappen d'habitude. Alors après, c'est le Verstappen que j'apprécie pas forcément, mais c'est le Verstappen qui communique, qui sait communiquer. Et qui reste comme d'habitude. Et j'ai l'impression que la pression, là en ce moment, ça le gêne pas trop. Il n'est pas bloqué par cette pression. Et ça, c'est intéressant pour les courses à venir du côté de Max Verstappen. Je continue avec Carlos Sainz, 16 sur 20. Première ligne, ça c'est excellent pour lui. Grand Prix où il finit 3e, il n'a pas craqué. Bon voilà, très très bon week-end de course pour Carlos Sainz. Il apporte en plus des points très importants pour Ferrari. Face à Leclerc, c'est quand même vraiment bien. Et puis, voiture qui marche bien sur cette piste. Encore une fois, la Ferrari a un bon châssis cette année, bien meilleur que l'année dernière. Déficit moteur qui est toujours présent, mais on y travaille beaucoup du côté de Maranello pour améliorer le moteur pour l'année prochaine. Et puis derrière, un pilote qui est, je pense, de plus en plus à l'aise du côté de la Scuderia. Il avait eu un début de saison pas toujours idéal, Carlos Sainz, avec pas mal d'erreurs. Il continue à faire des erreurs. On a vu notamment à Zandvoort et en Italie. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est mieux intégré à la Scuderia et que ça va de mieux en mieux du côté de Carlos Sainz. Donc voilà, c'est un bon week-end. Il a aussi rétabli une situation qui était assez délicate pour lui, notamment il avait eu le Grand Prix de Hongrie, les Pays-Bas, l'Italie où il avait fait des erreurs. Donc là, voilà, il retrouve un petit peu du niveau de performance où il avait été derrière aussi Charles Leclerc sur quelques courses dernièrement.
Donc c'est plutôt pas mal du côté de Carlos Sainz, et puis 16 sur 20 sur le Grand Prix a été plutôt très bon. Du côté du pilote espagnol, il finit quand même à 1 minute d'Hamilton. Avec la pluie, ça n'a pas aidé, mais encore une fois, à part Norris qui arrive à suivre et Verstappen, je dirais Hamilton était quand même sur un très très gros rythme quand même lors du Grand Prix. Je continue avec Lando Norris. Ça a été très difficile de noter Lando Norris parce que d'un côté, il y a une qualif exceptionnelle, il y a je dirais 50 tours de qualité. Le problème, c'est que la course en faisait 53. J'ai mis 15 sur 20, malgré tout, parce qu'il y a la pole position, malgré tout, parce que son rythme en course est excellent. Il fait une erreur de ne pas suivre McLaren. Le choix de rester en slick, c'est un mauvais choix. Je rappelle aussi que Lando Norris est jeune. C'est sa 3e saison en F1, mais ça reste un pilote jeune, un pilote qui n'est pas encore très expérimenté. Il a fait une erreur de jugement, mais comme j'ai vu plusieurs pilotes en commettre, malgré tout, il finit 7e. C'est-à-dire que malgré cette grosse erreur qui arrive dans le final de la course, il marque quand même des points. La course n'est pas catastrophique au final. D'un point de vue comptable, ce n'est pas catastrophique. C'est pour ça que je mets 15 sur 20, parce que le rythme qu'il avait, il suivait totalement le rythme d'Hamilton pendant un moment sur le Grand Prix. En fin de course, c'était un peu plus compliqué. McLaren aurait dû lui donner les informations. Je pense que McLaren ne lui a pas donné suffisamment les informations et que McLaren aussi a fait des erreurs dans sa gestion du pilote, parce que McLaren aurait dû beaucoup plus insister, ce qu'a fait notamment Mercedes, qui a énormément insisté pour que Lewis Hamilton change les pneus. Et puis du côté de McLaren, on aurait dû lui dire il pleut trop à un bout du circuit, tu pourras pas t'en sortir avec les slicks, la pluie va s'intensifier dans les minutes à venir, on anticipe donc tout ça parce que Hamilton est derrière nous et qu'on peut prendre ce risque là. On aurait dû lui donner, je pense, beaucoup plus d'informations que ne l'a fait McLaren. Après, je ne prends en compte que les écoutes qu'a diffusé Liberty Media. Donc ce n'est pas l'intégralité de ce qui a été dit dans la voiture également. Mais vu comment était énervé quand même Lando Norris, je pense qu'ils n'ont pas abordé cette situation-là par le bon bout du côté de McLaren. Et c'est aussi pour ça, je pense que Norris n'a pas suivi les consignes. Et il aurait fallu donner les informations, calmer le pilote en amont pour rétablir la situation du côté du McLaren. Et c'est dommage parce qu'ils perdent quand même la 2e place. Et Lewis Hamilton doit aussi être un peu triste parce que ça aurait fait un peu plus de points d'avance et de marche au championnat pilote. On continue avec Ricciardo, 14 sur 20. Un point de moins, pour quelle raison du côté de Ricciardo? Devancé en termes de rythme pur par son équipier. Malgré tout, avec une McLaren, faire 5e en qualification, faire 4e de Grand Prix, il finit quand même devant son équipier. Heureusement qu'il y a eu les erreurs de son équipier, mais je trouve que Ricciardo est de mieux en mieux dans la voiture. Alors bien entendu, il a repris de la confiance avec le Grand Prix d'Italie, mais il est quand même... Tu le sens, c'est depuis la Grande-Bretagne, ça va mieux dans la voiture, ça va quand même mieux, il est plus à l'aise, il est plus performant, il est en confiance, il est plus intégré à l'équipe, il a retrouvé le sourire également, et on sait que du côté de Ricciardo, dès qu'il retrouve le sourire, c'est qu'il est bien et qu'il est satisfait et qu'il est à l'aise dans sa voiture. Non, du côté de Ricciardo, ça va beaucoup mieux, c'est pour ça que je mets un 14 sur 20. Un point de moins que Lando Norris, tout simplement parce que le rythme est tellement bon du côté de Daniel Ricciardo. Un peu moins de niveau de performance. J'ai mis également 14 sur 20 pour Lewis Hamilton. Alors là, j'entends tout de suite les fans d'Hamilton qui vont me dire « T'es sévère avec Hamilton, avec un mec qui remporte le Grand Prix. » Certes, Hamilton, il gagne le Grand Prix. Bon, voilà, il n'y a pas à dire. 100e victoire en Formule 1, fantastique au niveau résultat. Malgré tout, du côté de Lewis Hamilton, c'est une victoire ric-rac. Pendant la majorité de la course, il est quand même très mal classé. Heureusement, il y a des pilotes qui ratent leurs arrêts au stand. Et du côté de chez Mercedes, on n'a pas raté l'arrêt au stand.
Hamilton, en début de course, il n'avait pas un rythme sensationnel. Il s'est fait quand même complètement enfermer au départ. Il a pris encore un mauvais départ, Hamilton. Hein. C'est pas la première fois que ça lui arrive cette année. Depuis surtout le Grand Prix d'Azerbaïdjan, je trouve qu'il enchaîne un petit peu les départs pas sensationnels, Lewis Hamilton. Donc il se retrouve assez vite 6e, 7e de la course. Ensuite, il n'avait pas un rythme fantastique. Encore une fois, le problème de la Mercedes qui ne roule pas très bien en peloton. Et puis, l'erreur du samedi. L'erreur du samedi qui aurait pu coûter beaucoup plus cher. Heureusement, il ne casse pas la voiture fortement, mais qui aurait pu avoir énormément de conséquences sur la suite du week-end où il aurait dû partir dans les dernières positions sur la grille. Et ça montre de la nervosité, je trouve, du côté de Hamilton. Beaucoup de nervosité, beaucoup de... Enfin, Verstappen semble très solide, très calme, très serein. Alors que du côté d'Hamilton, on est beaucoup plus dans le doute et beaucoup de nervosité. Parce que pour moi, cette erreur-là, c'est une erreur de nervosité. Vraiment. Je suis un petit peu inquiet pour Hamilton pour la fin de saison parce que c'est la première fois où je le vois montrer des signes de faiblesse dans la course, je dirais, au championnat du monde. C'est la première fois où il est... Ouais, il n'est pas en position de force. Tu sens qu'il a peut-être pas forcément la meilleure voiture. Tu sens que même s'il est en tête du championnat du monde, c'est vraiment ric-rac. Et tu sens que ça va jouer à pas grand-chose. Et je trouve qu'il est dans une situation où c'est la première fois que je vois ça chez Hamilton, très clairement, et c'est pour ça que je suis inquiet. Parce que même avec Rosberg, il n'était pas aussi nerveux face à Rosberg. Il y avait une guerre fratricide entre les deux. Hein. Ils ne s'entendaient pas et ils ne s'entendent toujours pas, Rosberg et Hamilton. Mais Lewis Hamilton, même quand il était devancé au championnat du monde, c'est lui qui avait les cartes en main pour faire dégoupiller l'adversaire. Là, tu sens qu'il n'a pas les cartes en main. C'est Hamilton qui a les cartes en main. Et qui peut dégoupiller à n'importe quel moment, Hamilton. Et surtout, moi, j'ai été surpris par les propos d'Hamilton en interview. De dire, lui, il a l'expérience, il sait gérer ça. De l'autre côté, Verstappen, il est jeune, il sait pas faire ça. Et Verstappen a très bien répondu en conférence de presse par ailleurs. Mais c'est surtout qu'il oublie complètement que Verstappen, c'est pas la première fois qu'il est dans cette situation-là. C'est pas la première fois qu'il est le numéro 2 au championnat du monde. Il commence à avoir l'expérience de cette situation. D'être bien classé au championnat, de gérer un championnat du monde. C'est pas Joe le rigolo, très clairement, Max Verstappen. Donc si j'ai pas compris ces propos-là de Hamilton, et encore une fois, ça renforce ce sentiment de faiblesse. Tu sens que cette année, il est dans le dur, vraiment. Et c'est pour ça que je suis un peu inquiet pour le reste de la saison, même si on va arriver en Turquie, notamment dans 2 semaines. Un circuit qui avait vraiment réussi à Hamilton avec une course sensationnelle. Parmi les pilotes au top, j'ai mis Russell 14 sur 20. Dernier pilote au top, les points de la 10e place, 3e place en qualification. 10e place au final à l'arrivée. Alors certains diront j'ai mis que 14 à Russell, j'ai hésité. Puis après je me suis dit on aurait pu quand même s'attendre à mieux en course. Le rythme en course de la Williams c'était pas fou. Certes il y a eu une super qualif comme il sait le faire. Il passe quand même ric-rac en Q3. Ça a failli ne pas le faire à un moment. Et puis du côté de Russell, maintenant on s'attend à mieux. Voilà. Le Grand Prix de Belgique, également aux Pays-Bas ou en Italie, on s'attend presque à mieux. Malgré tout, c'est un point qui est important parce que pour Williams, ça renforce leur position au championnat. Ils vont commencer à vraiment taquiner d'autres équipes. Quand on regarde la situation de Williams, Alfa Romeo va commencer à avoir du mal à aller les chercher avec ces classements dans les points de
de Russell. Donc c'est vraiment une très très bonne chose de la part de George Russell. Et puis encore une fois, une grande qualif. Donc 14-1, c'est un bon Grand Prix pour George Russell, mais maintenant on s'attendrait presque mieux. On passe tout de suite au pilote moyen. Je vois que je suis déjà à 25 minutes de vidéo, cette vidéo va être très longue du côté des pilotes moyens. Je commence avec Fernando Alonso, 13/20 pour Fernando. 6e du Grand Prix, c'est un bon Grand Prix pour Fernando. On aurait pu s'attendre quand même un peu plus de rythme. Là encore, la voiture n'était pas facile à piloter. On voit quand même que Alonso il a l'expérience et puis il commence vraiment à prendre ses mains dans cette équipe parce que c'est lui qui a dit je veux plus d'ailerons et ça a marché, notamment quand il se dédouble par rapport à Verstappen. Dommage pour lui, c'est qu'il y a eu la pluie en fin de course, qu'ils ont peut-être été un peu frileux du côté de chez Alpine. Ils auraient peut-être dû essayer de changer les pneus un peu plus tôt. Et Alonso l'a dit en interview après course, qu'il était déçu de ce résultat parce que pour lui, l'équipe pouvait monter sur le podium. Alors moi, je ne serais pas aussi vindicatif que lui au niveau du résultat, mais voilà, c'est un bon Grand Prix. C'est encore des gros points marqués par Alpine aussi. C'est satisfaisant, c'est encourageant, c'est un beau 13/20. Raikkonen, 13/20 aussi. Des points pour Alfa Romeo qui en manque cruellement. Un gros départ encore de Raikkonen. Il gagne 3 ou 4 positions dès le départ Raikkonen. Donc c'est sûr que ça c'est toujours important malgré une qualification encore un petit peu difficile. Il faut rappeler également que Raikkonen était avec simplement la 13e place. Non, parce que c'était 13e place sur la grille, donc aux qualifications, c'était plus loin pour Raikkonen. Mais il faut rappeler que du côté de Raikkonen, on a été testé positif à la Covid. Alors je ne sais pas s'il a eu un Covid long ou s'il n'a pas eu un Covid long. Il partait 13e sur la grille, tout de suite il se retrouve dans la zone des points, et puis après il a fait sa course. Il a fait sa course comme pouvait le faire l'année dernière, je pense à Magnussen du côté de la Haas. Il a fait sa course. Il ne s'est pas concentré sur le rythme des autres, il s'est concentré sur le propre rythme. Et puis après, on sait que dès que ça commence à partir en cacahuète, c'est un pilote qui est très performant dans ce genre de situation. Et voilà, il arrive à être devant Perez. Juste derrière Norris. C'est bien de la part de Raikkonen. Ça montre que c'est un pilote qui est encore performant. Et puis, c'est des points qui sont importants parce qu'on sait que Raikkonen va quitter la Formule 1 à la fin de saison. Je pense qu'il a envie de finir sur une belle image, Raikkonen. Il a envie de bien finir, qu'on ne garde pas une image de lui un peu comme Valentino Rossi. Voilà, qui est un petit peu en difficulté, Valentino Rossi, qui est en difficulté même en moto. Je crois que du côté du pilote finlandais, on va finir sur une belle note. Je continue avec Valtteri Bottas, 12/20. J'ai mis 12/20, j'ai pas mis il finit quand même 5e du Grand Prix. Le 12/20, c'est pour lui le fait que sa note baisse, c'est surtout Mercedes. Pourquoi l'avoir fait partir aussi loin ? Pourquoi lui avoir infligé une pénalité moteur ? Jouer avec le règlement, déjà je suis pas fan. C'est vrai qu'en termes de fair play, on a vu quand même mieux. Mais c'est surtout, pourquoi faire ça alors que tu sais que Bottas, c'est pas le pilote le plus incisif, c'est pas le pilote qui sait le mieux le dépasser, et c'est surtout pas le pilote qui est le plus compliqué à dépasser. Tu m'aurais dit ça, par exemple à l'époque de Red Bull, on aurait fait ça avec Mark Webber qui se prenait une pénalité. Oui, ou Fernando Alonso qui se prenait une pénalité, par exemple chez Alpine. J'aurais compris. Parce que ce soit Weber ou Alonso, ils sont épouvantables à dépasser. Ou Mazepin. Tu fais ça avec Mazepin. Oui, Mazepin, c'est un boulet pour dépasser. Mais là, t'as Bottas. Enfin, Bottas, c'est pas le mec qui est le plus embêtant dans le trafic. Et puis en plus, on sait que la Mercedes, elle ne marche pas dans le trafic. Elle ne marche pas. Et pendant une grande partie du Grand Prix, il a quand même galéré. Il a de la chance, c'est qu'il pleut en fin de course, Bottas. Et qui décide de mettre les intermédiaires très tôt par rapport à d'autres pilotes. Sinon, il finissait pas 5e. Heureusement, il marque des points au classement constructeur. Ça a failli leur coûter très cher, Mercedes, quand même, cette stratégie-là, au niveau du classement constructeur. Donc,
C'était pour moi une stratégie à la con et ça a failli se retourner contre eux, donc c'est pour ça que je mets un 12/20. Heureusement que Bottas a fait quand même un pas mauvais week-end, je dirais, même si en qualification, on aurait pu s'attendre à mieux du pilote finlandais, qui pour moi a quand même pas été incroyable dans sa Q3. Les deux Aston Martin, je commence avec Stroll, 10/20. Là, tous les deux ont la même note, hein, c'est 10/20 pour Stroll et Vettel. Je commence par Stroll. En passant, j'ai eu du mal à noter Stroll et Vettel parce que leur Grand Prix, c'est un Grand Prix d'un nombre, quoi, hein. On les a très très peu vus du week-end. Stroll a fait un bon départ, mais il n'avait pas de rythme de course. Il a quand même pas vu Vettel non plus à un moment lors du fameux contact entre les deux voitures. Ça aurait pu coûter extrêmement cher. Donc il s'en sort, je trouve, plutôt pas trop mal avec une 11e place et devant Vettel. Donc voilà, il est aussi dans le tour du leader. C'est quand même pas à négliger non plus. Du côté de Vettel, 10/20. Le week-end était plutôt pas trop mauvais. Vraiment, il avait plutôt un bon rythme. Et puis, ouais, il manque pas grand-chose, je pense, pour Vettel. L'année sera pas mauvaise, elle sera moyenne, hein, pour Vettel, mais il manque pas grand-chose là. Mais il est quand même un petit peu rentré par rapport à Stroll. En même temps, la voiture est pas idéale. Je trouve qu'il fait pas un mauvais Grand Prix Vettel, mais ça reste un Grand Prix dans l'ombre, donc c'est pour ça 10/20 également pour le pilote allemand. Je continue avec Perez, 9/20 Perez, c'est comme sa place à l'arrivée. Parce que c'est pas suffisant du côté de chez Red Bull pour un pilote de ce type-là, de ce calibre-là, comme Sergio Perez. On paye pas un deuxième pilote Red Bull pour finir en 9e. Tout simplement. Et si à la fin de l'année, Red Bull perd le titre constructeur, ça sera à cause de lui. Voilà, ça sera pas à cause de Verstappen. Et puis, il y a eu un manque de rythme vraiment important pendant tout le week-end du côté de Perez, donc c'est pour ça, voilà, je mets un 9/20. On peut pas, enfin, imaginons Albon l'année dernière, il y a 2 ans, non, l'année dernière, je ne sais plus, faire cette performance-là. Voilà, on l'aurait défoncé, ou Pierre Gasly, on l'aurait défoncé aussi, ou Ricciardo. Imaginons Ricciardo faire un 9e d'un Grand Prix quand son coéquipier fait 2 en partant de la dernière place sur la grille. Donc je suis encore gentil avec un 9/20. J'aurais pu mettre moins. Mais voilà, tu peux pas te contenter de ça. Et pourtant la voiture n'était pas si mauvaise que ça, la Red Bull, ce week-end. Les bonnets d'âne, Charles Leclerc, 7/20. Du côté de Charles Leclerc, week-end compliqué, pénalité moteur, ça c'est clair et net. Malgré tout, son équipier fait 3. Lui, il finit 15e du Grand Prix, pas de rythme. Et je suis un peu inquiet quand même avec l'évolution moteur qui a été apportée ce week-end chez Ferrari, parce que j'ai pas l'impression que cette évolution moteur elle ait eu un impact sensationnel sur le niveau de performance du pilote monégasque. J'ai trouvé que c'était pas foufou du côté de Charles Leclerc en termes de niveau de performance. Donc c'est pour ça, voilà, que je mets un 7/20, parce que je suis quand même un petit peu inquiet pour Ferrari vu le niveau de performance de la voiture. Je continue avec Mick Schumacher, j'ai mis 6/20 pour Mick Schumacher. Week-end mieux que d'habitude. En termes de performance pilote, on va dire, il était mieux que d'habitude, mais la voiture est nulle part. Et moi, je prends en compte le résultat également. Et puis, il y a un abandon en plus, donc c'est vrai que le résultat en course, il est pas top. Malgré tout, la voiture, cette As, elle est nulle part quand même en termes de niveau de performance. Ils mettent des écarts de 20 cm, ils ont toujours pas d'appui sur la voiture, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais il était quand même largement devant Mazepin pendant tout le week-end. Donc voilà, du côté de Schumacher, c'était quand même assez satisfaisant de ce côté-là. J'ai bien aimé également l'image avec les mécanos, voilà, ça montre quand même de la maturité chez Mick Schumacher. Bon, le rythme était là face à Mazepin,
la fin de saison va être compliquée parce que cette As est complètement larguée. Je me dis, l'année prochaine, As, ils vont réussir à faire une voiture. Vraiment, ils vont réussir à construire une voiture. Parce qu'on a l'impression que dans l'équipe, ils ont genre 5 000 euros pour faire la saison, quoi. C'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que la voiture, c'est la même qu'il y a 3 ans. C'est la même voiture. Je suis très inquiet quand je vois As, je suis très inquiet pour Mick Schumacher. Parce que je ne suis pas incroyablement fan du pilote, mais je me dis qu'il a quand même été champion de F2. Il est soutenu par Ferrari normalement. Le laisser chez As, je trouve que c'est couillu. Alors il y a Alfa Romeo, est-ce qu'il ne faudrait pas le remonter chez Alfa Romeo? Surtout quand on voit le week-end de Giovinazzi. Je continue avec Latifi 6/20. C'est dommage, devancé par Russell. L'écart avec Russell s'est ragrandi là ce week-end, contrairement aux courses précédentes où je trouvais que l'écart était plutôt resserré entre les deux pilotes. Je pense qu'il avait la possibilité de faire mieux ce week-end Latifi, que sa 19e, que cette 19e place on va dire, mais surtout un week-end qui a été quand même compliqué, surtout la course, il n'avait pas de rythme en course dans le peloton, donc ça c'est dommage. Du côté de Latifi, je crois qu'il y avait vraiment mieux à faire pour le pilote Williams, même si là encore il y avait également une pénalité pour le pilote canadien. Giovinazzi 4/20, week-end difficile, il casse l'aileron, gros choc. C'est surtout que la Tech Pro, je pense que on reviendra sur la Tech Pro avec ce 4/20. Mais au niveau du crash de Giovinazzi, je me suis dit, mais la Tech Pro n'a absolument rien amorti du choc. Ça a détruit quand même une grande partie de la voiture aussi. Et je me posais cette question-là, et je n'ai pas la réponse. Est-ce que la mousse Tech Pro du Grand Prix de Russie est la même mousse en densité et en densité, je pense, que notamment la mousse qu'on pourra retrouver, je sais pas, au Mexique, alors que les températures sont bien différentes. Et est-ce que le fait que les températures soient fraîches en Russie, ça n'a pas durci la mousse des Tech Pro et fait que le choc, en fait, c'est comme s'il avait pris un mur de béton? C'est une question que je me pose. Je trouve que quand même la voiture, le choc semblait insignifiant, la vitesse pas très élevée, et pourtant la voiture, l'arrière de la voiture était quand même bien détruit. Après, du côté de Giovinazzi, la course, nulle part, en termes de rythme, nulle part. Et encore une fois, c'est pas la première erreur qu'il fait, Giovinazzi. Déjà l'année dernière, on se souvient notamment du Grand Prix de Turquie, ça commence à faire beaucoup sur son CV. On sait qu'il est quand même dans une situation pas en ballottage favorable pour un contrat l'année prochaine. Giovinazzi, c'est vrai que je commence à être inquiet. Être italien dans une équipe italienne, là ça suffit plus. Il va falloir quand même apporter du niveau de performance et puis surtout arrêter de cracher la voiture. Tsunoda 3/20, nulle part. Le pilote japonais, de toute façon une course dans l'indifférence générale. C'est encore pire, j'ai l'impression, depuis qu'il sait qu'il a un contrat pour l'année prochaine. J'ai l'impression qu'il fait encore moins d'efforts. Là, dans le dernier secteur, pendant tout le week-end, on sait que le dernier secteur en Russie, c'est un secteur qui est très serré. Vous avez notamment la chicane en banking inversé et vous avez 2 virages qui sont très très longs et dont le dernier qui conditionne toute la longue le kilomètre et demi de pleine charge. Et lui, il surconduisait tout le temps dans le dernier secteur. Il a fait des derniers secteurs absolument catastrophiques à chaque fois parce qu'il n'a pas compris que quand vous avez un secteur qui est extrêmement long comme ça, il faut conduire le plus propre possible. Et Tsunoda, il en faisait dans tous les sens. La voiture a patiné dans tous les sens, donc il n'a pas compris ça. Il y a un moment, je pense que la saison prochaine, il faudra qu'ils disent bonjour au pôle emploi des pilotes de Formule 1. Et puis je termine avec Mazepin 3/20. Pourquoi? Le rythme pas énorme ce week-end. Mazepin, alors il n'a pas fait d'erreur, mais bon, il n'y avait pas de rythme, donc ça reste compliqué pour le pilote russe. Et puis largement devancé quand même. L'écart avec Schumacher était énorme, donc c'est pour ça que je mets 3/20. Ça a été quand même un week-end compliqué pour le russe, malgré le fait qu'il était à domicile. Et puis j'ai pas vu une ferveur incroyable pour Mazepin à domicile, parce que le samedi, il y avait 25 000 personnes seulement sur le parc olympique, et le dimanche, c'était pas plein non plus. Donc en plus, j'ai l'impression qu'il a du mal à attirer les spectateurs, le petit Mazepin. Pour ça, je me dis, pourquoi il y a encore ce Grand Prix de Russie? C'est un peu comme le Grand Prix de France. Alors que le Grand Prix de France, on sait que c'est pas le Grand Prix qui rapporte le plus, qui ramène le plus de gens, que le circuit est absolument inintéressant, et tous les pilotes le disent. C'est un peu pareil pour la Russie. Je
pense par contre qu'à la différence du Grand Prix de France, la Russie a un contrat avec la FOM très très juteux. On passe au classement pilote tout de suite. Classement pilote. Hop, championnat du monde, 2 points d'écart entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On retrouve ensuite Valtteri Bottas avec 151 points, qui a repris un petit peu d'avance sur Lando Norris, mais ça reste très serré entre les deux pilotes. On a ensuite Sergio Perez qui plafonne avec 120 points, devant Carlos Sainz qui repasse devant surtout son équipier Charles Leclerc, et surtout il se rapproche très dangereusement 7 points et demi de Sergio Perez. On retrouve ensuite Daniel Ricciardo, puis Pierre Gasly 9e qui est sur une mauvaise série là depuis 2 courses. Fernando Alonso et Esteban Ocon 58 et 45 points. Fernando Alonso qui va reprendre l'avantage et de l'avance surtout sur le pilote français. George Russell 15e avec 16 points à 2 points de Yuki Tsunoda. Et puis du côté du classement constructeur, Mercedes devant avec 397 points. Plus de 30 points d'avance désormais, 33 points d'avance sur nos amis de chez Red Bull. Et puis on retrouve ensuite McLaren avec 234 points qui reprend qui a de l'avance par rapport à Ferrari. On retrouve ensuite Alpine qui reste un petit peu dans un no man's land pour la 5e place, mais qui surtout prend un petit peu d'avance sur AlphaTauri avec presque 20 points d'écart entre les deux équipes. Et puis ensuite Aston Martin 59 points, Williams 23 points, Alfa Romeo 7 points et As qui n'a toujours pas marqué des points, bonne dernière. Nous, on se retrouve donc pour le Grand Prix de Turquie, c'est dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Voilà, donc le débrief du Grand Prix de Turquie, ça sera donc le Grand Prix le 10 octobre. Donc nous, on fera le débrief soit le 11, soit le 12 octobre. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao sur la Méric Production.